J'avais environ 22 ans lorsque j'ai vécu une rencontre terrifiante dans un hôtel où je logeais pour le travail. À cette époque, vers 2010, je faisais partie d'un groupe de photographes itinérants qui réalisait des photos pour les annuaires d'église. Chacun de nous conduisait séparément aux 4 coins du pays. Ce jour-là, j'étais à Harlem, dans l'Iowa, et je logeais dans un hôtel avec 3 autres photographes, 2 hommes, une femme et moi. Un matin, je suis descendu prendre mon petit déjeuner et j'étais assise dans la salle commune à regarder la télévision. Un homme se trouvait là aussi. Lorsqu'il a croisé mon regard, j'ai simplement dit bonjour, comme je le fais par politesse. Il m'a répondu et nous avons eu un bref échange anodin, du genre qu'on a avec un inconnu qu'on pense ne jamais revoir. Il m'a expliqué qu'il logeait là avec son équipe pour un chantier de construction. En partant, j'ai lancé une formule de courtoisie du genre « bonne journée, à plus tard » et il lui a répliqué quelque chose comme « on pourrait traîner ensemble plus tard ». Sur le moment, je n'y ai pas prêté plus attention que ça. J'ai répondu vaguement « oui, peut-être » et j'ai continué ma journée. Comme je ne commençais pas le travail avant 11 heures, j'ai décidé de faire une sieste dans ma chambre car je n'avais pas bien dormi la nuit précédente. Nos journées étaient longues, de 11 heures à parfois 22 heures. Selon la taille des églises où nous intervenions. Allongé dans mon lit, j'ai commencé à recevoir des coups de téléphone répétés sur le téléphone fixe de la chambre. Ce n'était pas du tout habituel. La première fois, j'ai décroché, j'ai dit « Allô ?» mais personne ne répondait. Cela s'est reproduit plusieurs fois. Finalement, agacé, j'ai décroché le combiné et je l'ai laissé poser à côté du téléphone, histoire que ça cesse de sonner. Un peu plus tard, en quittant ma chambre pour aller travailler, j'ai vu le même homme debout dans le couloir. Je l'ai salué d'un signe de la main, toujours sans me douter de rien. Il m'a demandé où j'allais et j'ai répondu que je partais travailler. À ce moment-là, une de mes collègues, la photographe femme du groupe, est arrivée et je suis monté avec elle dans sa voiture. Je lui ai raconté les appels étranges et elle m'a confié qu'elle aussi en recevait. Le soir, un violent orage a éclaté. Mon équipe et moi étions dans le hall, près de la porte vitrée, à observer les éclairs. Le tonnerre grondait fort, le ciel était noir et on surveillait les alertes aux tornades. Finalement, je suis monté me coucher. Dans ma chambre, on a frappé à ma porte. Je n'avais aucune envie d'ouvrir, mais j'ai entrouvert juste assez pour voir. C'était lui. Il m'a rappelé que j'avais dit qu'on pouvait traîner ensemble et je lui ai répondu que j'étais épuisé, que je devais dormir après ma longue journée. J'ai refermé aussitôt. Je ne me souviens plus si c'était plus tard dans la nuit ou le lendemain matin, mais j'ai de nouveau entendu frapper. Cette fois, je n'ai pas répondu. J'ai fait semblant de dormir. J'ai téléphoné à ma mère pour lui raconter ce qui se passait. J'essayais de minimiser en parlant, mais au fond, j'étais terrifié. Puis, j'ai eu un mauvais pressentiment. J'ai chuchoté à ma mère « Attends, maman, je dois vérifier quelque chose. » J'ai marché à pas de loup jusqu'à la porte et j'ai regardé par le Judas. Il était là. Je l'ai vu tourner la tête vers ma porte, comme s'il tendait l'oreille pour entendre le moindre son. Mon cœur s'est emballé, puis il s'est décalé sur le côté, dans le renfoncement du couloir où chaque porte est légèrement en retrait. Il s'est caché là, penché pour jeter un œil, croyant sans doute que je ne le voyais pas. À ce moment-là, j'ai reculé jusqu'au fond de ma chambre. À voix basse, j'ai dit à ma mère que j'étais vraiment terrifié. Comme elle me l'avait conseillé, j'ai appelé la réception pour signaler le problème. Je crois que j'ai aussi contacté ma collègue pour l'avertir. Elle aussi avait déjà porté plainte au sujet des appels bizarres. Finalement, la direction de l'hôtel nous a attribué de nouvelles chambres et le responsable de l'équipe de construction a été averti. On a dit à ce type de nous laisser tranquilles. Je n'ai plus jamais revu cet homme. Certains paroissiens avec qui nous travaillions nous ont même proposé de nous héberger s'il le fallait par gentillesse. Mais à ce stade, je ne faisais confiance à personne. J'étais soulagé d'être en sécurité, même si j'étais jalouse que ma collègue ait eu une chambre avec jacuzzi et pas moi. Après ça, j'ai pris l'habitude d'être beaucoup plus prudente avec mes interactions.
Cette expérience m'a appris que parfois, un simple bonjour ou une parole de trop peut attirer l'attention de la mauvaise personne. J'ai 31 ans et je me trouvais à plusieurs états de chez moi pour un voyage d'affaires. Il y a à peine une semaine, j'ai vécu une expérience que je n'oublierai jamais et qui m'a fait comprendre à quel point les hôtels peuvent parfois être angoissants. Il était environ 20h30. Je venais de rentrer dans ma chambre après un dîner de travail. J'étais encore habillé, fatigué, mais soulagé de pouvoir me reposer. C'est alors que j'ai entendu des bruits de pas et de froissements dans le couloir. Intrigué, je me suis approché du Judas. J'ai aperçu une silhouette devant une chambre, un peu plus loin sur ma gauche. La personne semblait fixer la porte, légèrement penchée. Puis d'une voix étrange et précipitée, elle a répété 2 fois « Hello? Hello ?» Quelques secondes plus tard, il m'a semblé entendre une porte s'ouvrir puis se refermer. Je me suis dit que c'était sûrement un client ivre ou égaré qui avait oublié son numéro de chambre. Mais à peine retourné vers le bureau, j'ai de nouveau entendu des pas. J'ai regardé à travers le Judas et cette fois, la silhouette se trouvait de l'autre côté, plus proche de ma chambre. Encore une fois, la même petite frappe légère, suivie du même « Hello? Hello ?» Là, je me suis crispé. Mon instinct me criait que quelque chose n'allait pas. La personne a fini par s'éloigner, mais quelques minutes plus tard, un nouveau bruit a retenti, beaucoup plus net. Des coups secs frappaient sur ma porte, immédiatement suivis du même mot, répété 2 fois. « Hello? Hello ?» Avant même que j'aie le temps de réagir, la poignée a bougé. On a tenté d'entrer. Mon cœur s'est arrêté net. Heureusement, j'avais enclenché le loquet de sécurité en plus de la serrure. La porte s'est heurtée au mécanisme et s'est refermée. Si je ne l'avais pas mis, l'inconnu serait entré. Les mains tremblantes, j'ai attrapé le téléphone de la chambre et j'ai appelé la réception. J'ai expliqué qu'une personne venait d'essayer d'entrer chez moi. L'employé de nuit m'a seulement répondu « C'est vraiment étrange, nous n'avons pas d'agent d'entretien à cet étage. » Ces paroles m'ont glacé. Si ce n'était pas du personnel, qui était-ce ? Je lui ai demandé d'envoyer quelqu'un vérifier. Sa réponse a été encore plus déconcertante. « Il n'y a pas de manager ce soir. » En larmes, j'ai demandé si je devais appeler la police. Elle a simplement dit « Faites ce que vous pensez nécessaire. » Cette indifférence m'a paniqué davantage. J'étais trop effrayé pour changer de chambre. Je suis resté recroquevillé sur le lit, vêtu, la porte verrouillée. 10 minutes plus tard, le téléphone a sonné. C'était encore la réception. Cette fois, la femme m'a expliqué que la police allait monter et qu'elle ne voulait pas que je panique en entendant frapper. Je lui ai répondu d'accord, mais intérieurement je doutais. Comment pourrais-je être sûr qu'il s'agissait vraiment de policiers ? Après tout, quelqu'un avait essayé d'entrer, ce qui signifiait qu'il avait probablement une carte magnétique. Quelques minutes après, on a frappé à ma porte. J'ai regardé par le Judas, 2 hommes en uniforme. Dans mon état de panique, je n'ai pas pensé à demander leur badge. Je leur ai ouvert et raconté tout ce qui s'était passé. Ils m'ont félicité d'avoir mis le loquet, ajoutant que sans lui la porte se serait ouverte. Je leur ai répondu « Mais c'est un hôtel, normalement la carte magnétique empêche ça !» Nous étions dans le couloir, porte ouverte, et eux semblaient surpris. Ils m'ont demandé de tester la serrure. J'ai fermé et réouvert avec ma carte. Effectivement, la porte était bien sécurisée. Leur conclusion, ce devait être le personnel d'entretien. Je leur ai rappelé que la réceptionniste m'avait certifié qu'aucun agent d'entretien n'était présent et qu'il était totalement illogique qu'on vienne à 20h30, surtout que le ménage avait déjà été fait plus tôt dans la journée. Mais les policiers se sont contentés de répéter que je ne devais pas m'inquiéter et que si quelque chose se reproduisait, je pouvais rappeler. Ils ont aussi ajouté que l'hôtel accepterait sûrement de me donner une autre chambre. Ils sont repartis, me laissant seul en larmes dans une chambre où quelqu'un avait déjà tenté de pénétrer. J'ai passé la nuit éveillé, habillé, blotti sous les couvertures.
La porte verrouillée, le loquet enclenché. Chaque bruit dans le couloir me faisait sursauter. Était-ce vraiment un employé? Ou quelqu'un qui disposait d'une carte et qui rôdait dans les étages? Le lendemain, j'ai exigé de parler à la responsable de l'hôtel. Elle est arrivée à 11 heures, mais sa réaction a été encore plus décevante que celle du personnel de nuit. Froide, peu concernée, presque gênée que je fasse une scène. Aujourd'hui, je suis rentré chez moi saine et sauve. Mais je suis certaine d'une chose. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans cet hôtel, ni même dans cette chaîne. Cette nuit-là m'a appris à quel point il faut toujours écouter son instinct et se protéger, même quand les autres minimisent la menace. Quand j'ai emménagé à New York, je pensais que le plus dur serait de trouver un appartement. En réalité, le plus difficile fut d'apprendre à survivre dans cette ville, à me fondre dans la masse, à bouger vite, à parler fort, à ne pas me laisser marcher dessus. Et surtout quand on est une jeune femme. J'avais 23 ans, et cela faisait 3 mois que je travaillais à la réception d'un hôtel de Midtown, le Madison Hotel. Ce n'était pas un palace, mais pas un boui-boui non plus. Beaucoup de voyageurs d'affaires, de touristes et quelques clients qui jouaient les riches sans l'être vraiment. Je portais chaque matin mon blazer bleu marine avec mon badge, les cheveux tirés en chignon, et je souriais même quand je n'en avais pas envie. La plupart des clients étaient agréables, d'autres impolis, quelques-uns étranges. J'avais appris à gérer tout ça avec politesse, distance et professionnalisme, jusqu'à ce qu'il arrive. William. Il est entré un mardi matin pluvieux. Je m'en souviens très bien parce qu'il avait secoué son parapluie trempé directement sur la moquette. Grand, la cinquantaine, cheveux argentés impeccables, très secs, manteau gris, gants noirs et une mallette en cuir brun qui sentait l'argent. Il s'est approché du comptoir. « Check-in, mon nom est William. » Je retrouve sa réservation. 3 nuits, chambre king size, petit déjeuner inclus. Je lui tends sa carte d'accès, lui souhaite la bienvenue, lui indique l'ascenseur. Mais il ne part pas tout de suite. « Vous êtes nouvelle ici ?»« Oui, ai-je répondu. J'ai commencé récemment. »« Vous vous en sortez très bien. C'est agréable de voir un visage amical dans cette ville. » Il a fini par monter, mais je sentais déjà quelque chose d'étrange. Les jours suivants, il est revenu plusieurs fois au comptoir, prétextant vouloir des conseils de restaurant, de musée. Puis il s'est mis à apporter un café le matin. Je me suis dit que vous en auriez besoin. J'ai remercié par politesse, mais son insistance me dérangeait. Chaque conversation dérivait vers ma vie personnelle, d'où je venais, si j'avais un petit ami, ce que je faisais après le travail. Le 3e jour, il m'attendait carrément dans le hall avant ses réunions. Assis avec son journal, les yeux levés vers moi. « J'adore observer les gens », m'a-t-il dit un matin. « On apprend tellement rien qu'en regardant. » Puis il a ajouté « J'ai déjà appris beaucoup de choses sur vous, Jessica. » Mon estomac s'est noué. J'ai confié mes inquiétudes à ma collègue Maria, qui m'a dit de faire attention. Quand il a quitté l'hôtel après 3 nuits, j'ai poussé un soupir de soulagement. Mais 2 jours plus tard, il est revenu. Pas comme un client, simplement en entrant dans le hall. « Bonjour encore, je vous ai manqué ?» Dès lors, il s'est mis à rôder régulièrement. Parfois juste assis dans le lobby, parfois en déposant de petits cadeaux, un carnet, une écharpe, du thé. Je refusais, mais il les laissait quand même. J'ai cessé de sourire, évitais son regard, mais il l'a remarqué. Un soir, je l'ai aperçu devant l'hôtel comme s'il attendait. Une autre fois, sur le quai de mon métro. J'ai commencé à tout noter, les dates, les heures, ce qu'il disait, les objets qu'il m'avait laissés. Je ne dormais plus. Puis est arrivé le mercredi où il a franchi la ligne. Il s'est avancé jusqu'au comptoir, le hall presque vide. « Jessica, nous devons parler. »« Non, » ai-je répondu en me levant. « Vous devez partir. » Il s'est approché encore. « Je tiens à vous. Je crois que vous ressentez la même chose. » Mes mains tremblaient. J'ai décroché le téléphone, composé le 911. « Vous devez partir maintenant. »
10 minutes plus tard, 2 policiers sont arrivés. William a tenté de minimiser, de jouer l'incompréhension. Mais j'avais mon dossier, mon journal, les cadeaux, tout. J'ai déposé plainte, ils l'ont escorté dehors. Pas de scandale, pas de cris, mais une rupture nette. Je ne l'ai jamais revu depuis. Pourtant, il m'a fallu des mois pour retrouver un semblant de tranquillité. Chaque fois qu'une porte s'ouvrait à l'hôtel, je sursautais. J'ai fini par démissionner, changer d'appartement, voir une thérapeute. Aujourd'hui, je travaille dans une librairie. Je me sens plus en sécurité, plus libre, mais je reste vigilante. William m'a volé une part de mon insouciance, mais il ne m'a pas pris ma vie. Je suis encore là. Et surtout, je sais désormais qu'on n'a pas à rester silencieuse pour être poli. Je m'appelle Jada, et cette histoire s'est passée pendant ma 2e année d'université. Cette année-là, j'ai emménagé dans une maison avec 3 de mes amis, Kim, Sarah et Maya. La maison était vieille et délabrée, comme la plupart des logements étudiants. C'était une maison à 4 chambres, qui avait clairement connu des jours meilleurs. Ce n'était pas surprenant, vu qu'elle avait été louée à des étudiants pendant des années. La moquette était usée, les murs couverts de couches de peinture écaillées, et les appareils électroménagers semblaient tout droit sortir des années 90. Mais elle était bon marché, et c'est tout ce qui comptait. Le propriétaire s'appelait Phil. Il avait la quarantaine bien entamée et s'habillait toujours comme s'il essayait désespérément d'avoir l'air important. Chaussures brillantes, cheveux gominés et une oreillette Bluetooth qu'il gardait en permanence. La première fois qu'on l'a rencontré, il nous a tendu le bail et nous a fait tout un discours sur les règles de la maison. Quelque chose chez lui m'a tout de suite mise mal à l'aise, mais mes amis ne semblaient pas s'en soucier. Alors on a tout signé. Le loyer était si bas qu'aucune de nous ne pouvait se permettre de faire la difficile. Le déménagement était chaotique, mais excitant. On a passé la première semaine à nettoyer et déballer nos affaires, en essayant de rendre l'endroit un peu plus chaleureux. La maison avait ses bizarreries, qu'on trouvait drôles au début. Un interrupteur qui ne servait à rien, une marche qui grinçait systématiquement, et la porte de la cave qui refusait de rester fermée, peu importe combien de fois on la claquait. Malgré tout, c'était notre maison, et on était bien décidé à en faire un chez nous. Pendant les premiers mois, rien d'étrange ne s'est produit. On allait en cours, on voyait nos amis, et on organisait parfois de petites soirées. Phil n'est jamais revenu pendant ce temps-là, et c'était très bien ainsi. On payait notre loyer à temps, et on pensait que c'était tout ce qui l'intéressait. Mais à l'arrivée de l'hiver, les choses ont commencé à devenir étranges. Un jour, le chauffage a cessé de fonctionner. Je me souviens qu'on était assises dans le salon, emmitouflées dans des couvertures, en rigolant sur le fait que la vie étudiante, c'était mourir de froid dans une maison pourrie. On a appelé Phil pour lui signaler le problème. Je m'attendais à ce qu'il envoie un professionnel, mais il a insisté pour venir lui-même. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'aimait pas que d'autres personnes s'occupent des réparations. Il est venu plus tard dans la journée, pensant qu'on était toutes à l'université. Je suis rentré juste au moment où Phil quittait la maison. Il était sur le perron, en train de fermer la porte à clé. « Tout est réparé », m'a-t-il dit, en tapotant la rambarde comme si ça prouvait quelque chose. Je l'ai remercié, puis je suis rentré. Et aussitôt la porte refermée derrière moi, j'ai eu une sensation étrange. Rien de vraiment concret, juste une impression que quelque chose n'était pas à sa place. En entrant dans ma chambre, j'ai vu que mes tiroirs étaient mal fermés, et la porte de mon placard, que je laisse toujours fermée, était entr'ouverte. Rien de très alarmant, mais ça ne me ressemblait pas. Je me suis convaincu que j'avais dû les laisser comme ça le matin sans m'en rendre compte. J'ai raconté ça à mes colocataires le soir même. Sarah pensait que ce n'était rien, mais Kim n'en était pas si sûre. On n'avait aucune preuve, alors on a décidé de laisser tomber. Mais après ça, j'ai commencé à faire plus attention à la maison, et surtout à Phil. 2 semaines plus tard, j'ai vécu un moment qui m'a fait comprendre que quelque chose clochait vraiment. Je venais de sortir de la douche, une serviette autour du corps.
En entrant dans le couloir, je suis tombé nez à nez avec Phil, planté sur les escaliers. Mon cœur a bondi. J'ai crié. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Il a semblé surpris, a marmonné quelque chose à propos d'une fuite à vérifier, puis il est reparti sans un mot de plus. Je me suis enfermé dans ma chambre, terrifié, et je n'en suis pas ressorti avant que mes amis soient rentrés. Le pire est arrivé une nuit bien plus tard. Je me suis réveillé en entendant des pas au rez-de-chaussée. Au début, j'ai cru que c'était une des filles, jusqu'à ce que j'entende la porte d'entrée s'ouvrir, puis se refermer. J'ai entrouvert ma porte et j'ai vu Phil dans le salon. Il était là, debout, dos à moi, sans bouger. J'ai couru dans ma chambre, attrapé mon téléphone et appelé la police. Quand elle est arrivée, Phil a tout joué sur le ton du malentendu. Il a dit qu'il était venu vérifier la chaudière et qu'il avait frappé à la porte sans réponse. À ma grande déception, les flics ne l'ont pas vraiment questionné davantage. Après cette nuit-là, plus aucune de nous ne s'est sentie en sécurité. On a parlé de casser le bail, mais la pénalité était trop élevée. On a donc fait ce qu'on a pu pour se sentir un peu plus en sécurité. On gardait toutes les portes fermées, même quand on était à la maison. On savait qu'il avait une clé, mais on espérait que ça le dissuaderait, ou que ça aiderait si on devait rappeler la police. Sarah a acheté une chaîne de sécurité pour la porte d'entrée, et Kim a installé une vieille webcam qu'elle avait pour filmer le salon. Maya, elle, passait la plupart de ses nuits chez son copain, nous laissant seuls à gérer la situation. Mais tout ça n'a servi à rien, parce que Phil n'est jamais revenu après cette nuit-là. Il a disparu. Le jour où notre bail a pris fin, on l'a vécu comme une libération. On a fait nos valises en un temps record, sans même faire le ménage. On se fichait de la caution. On voulait juste partir. Phil est venu faire l'état des lieux, mais on s'était arrangé pour être toutes présentes. Aucune de nous ne voulait se retrouver seule avec lui. Avec le recul, j'aurais aimé qu'on en fasse plus. Peut-être qu'on aurait pu résilier le bail ou porter plainte plus efficacement. Mais à l'époque, on n'était qu'un groupe d'étudiantes fauchées, dépassées par la situation. Depuis, j'ai vécu dans plein d'endroits différents. Mais jamais je n'ai eu un proprio aussi glauque que Phil. Et j'espère que ça n'arrivera plus jamais. Je me suis marié il y a une dizaine d'années, mais ça n'a pas duré. Après la première année, on se disputait sans arrêt. Et mon mari est parti vivre chez son frère. L'appartement qu'on partageait était devenu trop cher pour moi toute seule, alors j'ai dû déménager. Je n'avais plus de logement, plus de travail et aucune idée de comment avancer. Mon ex était complètement sorti de ma vie. Et je n'avais que quelques économies, de quoi tenir 2 mois maximum si je faisais attention. Au début, je me suis installé dans un motel bon marché en essayant de réfléchir à mes prochaines étapes. Tous les jours, je fouillais les sites d'emploi et j'envoyais des candidatures pour n'importe quel poste que je pensais pouvoir assumer. Les semaines passaient et la panique montait. Mes économies fondaient plus vite que prévu. Même en sautant des repas et en me limitant à l'essentiel, l'argent semblait s'évaporer. L'idée de me retrouver à la rue me hantait. Je n'avais pas de famille proche et la plupart de mes amis avaient pris le parti de mon ex après notre rupture. Ceux qui ne l'avaient pas fait n'étaient pas en position de m'aider. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité à recevoir des refus, j'ai reçu un appel d'un petit restaurant où j'avais postulé. C'était juste un poste de serveuse dans un petit dîner, mais j'étais ravi d'avoir ne serait-ce qu'une opportunité. Lors de l'entretien, la gérante m'a semblé sympa, et je lui ai dit que je pouvais commencer immédiatement. Quand elle m'a proposé le poste sur le champ, j'en avais presque les larmes aux yeux. Le salaire n'était pas énorme, mais c'était quelque chose, et j'étais motivé pour apprendre rapidement. Au début, tout s'est bien passé, et je me suis même fait quelques amis parmi mes collègues. Un jour, pendant une pause, je discutais avec une femme nommée Carla de ma situation. Elle était gentille et facile à aborder. Alors je lui ai avoué que je vivais encore au motel. Carla était surprise, puis elle m'a dit que son amie Denise cherchait justement une colocataire. Elle m'a expliqué que Denise avait un petit appartement pas loin du dîner et qu'elle avait du mal à payer le loyer toute seule.
Je ne savais pas trop quoi en penser. Emménager avec une inconnue me paraissait risqué, mais je ne pouvais pas me permettre de rester longtemps au motel. Carla m'a assuré que Denise était sympa et tranquille, alors j'ai accepté de la rencontrer. Elle avait une vingtaine d'années, un peu plus jeune que moi, et elle avait l'air correcte. Elle travaillait dans la vente et venait de se séparer de son copain. C'est pour ça qu'elle avait besoin d'une coloc. L'appartement était petit mais propre, et le loyer abordable. Alors j'ai pris le risque. En moins d'une semaine, j'avais emménagé, et j'étais soulagé d'avoir enfin un endroit un peu plus stable. Vivre avec Denise se passait bien dans l'ensemble. On se faisait parfois à manger ensemble ou on regardait un film, mais la plupart du temps, chacune faisait sa vie. On était amis sans être super proches, si tu vois ce que je veux dire. Et puis, quelques semaines plus tard, j'ai rencontré son copain Daniel, avec qui elle s'était apparemment remise. Dès le début, je ne l'ai pas senti. Il avait un style un peu douteux et faisait des commentaires bizarres quand Denise n'était pas là, du genre me dire que j'étais jolie ou me demander ce que je faisais ce soir. Ce n'étaient pas des compliments, c'était trop personnel, trop insistant. J'essayais de l'ignorer parce que je voulais éviter les tensions. Mais il trouvait des excuses pour passer quand Denise n'était pas là. Une fois, il a débarqué sans prévenir, soi-disant pour récupérer un truc, et il est resté plus d'1 heure à essayer de discuter avec moi. Là, j'en étais sûr, il me draguait clairement. Je lui ai bien fait comprendre que je n'étais pas intéressé, mais c'était très inconfortable. Le point de rupture est arrivé un soir où Denise avait organisé un petit dîner avec quelques amis. Daniel était là, Carla aussi, ainsi qu'une autre fille. La soirée avait bien commencé, mais après quelques verres, Daniel s'est mis à flirter avec moi ouvertement devant tout le monde. J'ai vu Denise nous regarder du coin de l'œil, visiblement furieuse. J'en ai eu marre. Alors devant tout le monde, je l'ai rembarré en lui disant d'arrêter immédiatement. Un silence glacial a suivi et Denise avait l'air mortifiée. Sur le moment, j'ai cru qu'elle était juste gênée pour Daniel. J'ai pensé avoir fait la bonne chose en tant qu'ami, mais je me trompais. Une fois les invités partis, Denise m'a confronté. Elle m'a accusé d'essayer de semer la zizanie entre elle et Daniel. Je lui ai parlé de son comportement, mais elle ne m'a pas cru. Elle a dit que si j'avais un problème, j'aurais dû venir lui en parler en privé au lieu de l'humilier. Après 1 heure de dispute, on est parti se coucher, chacune furieuse dans son coin. Puis, en pleine nuit, je me suis réveillé en entendant la porte de ma chambre s'ouvrir. Au début, je pensais rêver. Mais non. Denise était là, dans l'embrasure, un couteau à la main et un regard complètement fou. Avant que je réalise ce qui se passait, elle s'est jetée sur moi. J'ai roulé hors du lit. Je suis tombé par terre et j'ai attrapé la couette pour me protéger. Elle a tranché à travers le tissu et m'a entaillé le bras. Quand elle a vu le sang, elle a comme repris ses esprits. Elle s'est arrêtée, a laissé tomber le couteau et a reculé en murmurant « Je suis désolé, encore et encore ». J'ai attrapé mon téléphone et appelé la police. Denise a été arrêtée. J'ai passé le reste de la nuit à l'hôpital pour me faire recoudre le bras. Le médecin m'a dit que j'avais eu de la chance, que ça aurait pu être bien pire. Après ça, il était hors de question que je retourne dans cet appartement. Rien que l'idée d'y passer une nuit de plus me donnait la nausée. Le lendemain, j'ai emballé mes affaires et je suis retourné dans le même motel qu'avant. Je continuais à bosser au dîner parce que je n'avais pas d'autre choix. Carla a essayé de me parler plusieurs fois, mais je l'ai évité. Je ne lui en voulais pas vraiment, mais je n'arrivais pas à faire comme si de rien n'était. Dès qu'elle mentionnait Denise, je changeais de sujet ou je m'éloignais. 1 mois plus tard, j'ai trouvé un petit studio que je pouvais me permettre. Ce n'était pas grand-chose, une seule pièce, une kitchenette et une salle de bain minuscule. Mais c'était déjà une avancée. Ma vie n'est pas devenue parfaite du jour au lendemain, mais j'ai recommencé à aller de l'avant, un jour à la fois. La cicatrice sur mon bras ne s'est jamais complètement effacée, et chaque fois que je la vois, je pense à quel point j'ai frôlé la mort.